Bonsoir. Je suis venu ce soir vous parler de la crise mondiale de l'eau, un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant plus de 10 ans et qui m'a amené à aller visiter de nombreux pays et à essayer de comprendre et de trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent. Je voudrais d'abord vous emmener en Chine où moi-même en 1997 je me suis retrouvé à essayer de comprendre pourquoi le fleuve jaune était victime de pénuries d'eau qui allaient en s'aggravant. En 1997, le fleuve jaune a été à sec sur 700 km depuis son embouchure et pendant 200 jours de l'année. Imaginez la Seine à sec pendant autant de temps et vous pouvez comprendre les difficultés auxquelles le pays était confronté, avec premièrement des impacts importants sur toute l'agriculture de l'aval du bassin du fleuve jaune. Les agriculteurs dans cette région ont besoin d'irriguer, mais comme il n'y avait plus assez d'eau, eh bien, la plupart des cultures, à l'exception du petit corridor autour du fleuve, étaient vraiment en très mauvais état. Et puis, deuxième conséquence auquel on ne pense pas forcément, toute la production piscicole et de fruits de mer dans le delta du fleuve jaune, qui a besoin d'eau douce pour bien fonctionner, était également en train de péricliter, et c'était toutes les villes de l'est de la Chine qui voyaient menacer une partie de leur nourriture. Alors cette situation du fleuve jaune, qui résulte de pompages très importants tout le long du fleuve et non pas particulièrement d'une sécheresse, eh bien c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans de nombreux fleuves du monde. Et cette situation, j'ai essayé de la comprendre et la première chose qui m'a frappé, c'est l'énorme quantité d'eau qui est nécessaire pour produire notre alimentation et pour produire les végétaux d'abord qui servent à notre alimentation, parce qu'un végétal ne fonctionne bien que s'il a de quoi transpirer suffisamment, que s'il a effectivement beaucoup d'eau. Quelques exemples. Tout d'abord, avec des produits végétaux. Pour produire 1 kg de blé, il faut 1000 litres d'eau. Il en va de même de la plupart des céréales, à l'exception du riz, qui lui demande pratiquement le double de 1000 litres d'eau. Les produits végétaux, quant à eux, requièrent en général entre 200 et 500 litres d'eau. Des chiffres, vous remarquez, qui sont très élevés, surtout quand on les compare aux besoins quotidiens sanitaires, qui sont de quelques dizaines de litres, enfin peut-être une centaine de litres pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas tout. Nous ne mangeons pas du blé, nous ne mangeons pas du tournesol, nous mangeons en général du pain, de l'huile de tournesol, et puis nous mangeons de nombreux produits qui ont été transformés, et en particulier des céréales transformées en viande. Aujourd'hui dans le monde, la moitié ou peut-être plus dans certains pays, des céréales qui sont produites servent à fabriquer des animaux. Donc, les quantités d'eau nécessaires pour ces produits transformés sont encore bien plus importantes. 1 kg de pain coûte 1600 litres d'eau, 1 kg de poulet, de viande de poulet coûte 3000 litres d'eau, 1 kg de viande de bœuf coûte 15 000 litres d'eau. Toute cette eau, nous ne la voyons pas. Lorsque nous consommons un produit, elle nous est totalement cachée. Et dans le jargon de l'eau, parce qu'elle est cachée justement, on a appelé cette eau l'eau virtuelle. Chaque jour, nous devons, pour nous nourrir, en tant que Français, consommer 5000 litres d'eau virtuelle. Une quantité, encore une fois, très impressionnante. À l'échelle mondiale, c'est 3000 litres qui sont nécessaires en moyenne. Parce que dans de nombreux pays, eh bien, on mange moins de viande, on mange moins de produits transformés qu'ici. Lorsqu'on veut
se rendre compte de la quantité d'eau qui est nécessaire pour produire l'ensemble de la nourriture du monde, eh bien on arrive à des chiffres absolument colossaux. Alors comme c'est assez compliqué de se rendre compte de ces quantités d'eau énormes nécessaires, j'ai tendance à utiliser une unité qui est un petit peu plus simple et qui est la quantité d'eau qui arrive chaque année en Égypte à travers le Nil. Le Nil, c'est un des fleuves les plus grands du monde. Il draine toute l'Afrique de l'Est. Et si on veut s'imaginer toute la quantité d'eau qu'il amène chaque année, eh bien, il amène un canal de 100 mètres de large, d'1 mètre de profondeur et de 500 000 kilomètres de long, plus de 10 fois le tour de la Terre. C'est ce qu'amène un Nil en Égypte. Eh bien, si on veut représenter la quantité d'eau qui est nécessaire à produire la totalité de notre alimentation, eh bien, c'est 180 Nils qu'il faut au total. 90% de l'eau que nous utilisons est en fait de l'eau qui sert à produire notre alimentation. Les autres 10% servent à produire les produits industriels et également servent à notre eau potable. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, une bonne partie de l'alimentation que nous mangeons est transférée entre pays à travers le commerce international. Et avec ce commerce international, eh bien, une bonne partie de l'eau virtuelle est transférée, est transportée entre les pays. Prenons l'exemple d'un Français. En France, l'agriculture utilise à peu près 4000 litres d'eau pour chacun d'entre nous par jour. Mais sur ces 4000 litres, eh bien, nous en exportons 3000. Mais il nous en reste donc 1000, mais nous en réimportons ensuite d'autres pays, 4000 litres, et donc nous en avons bien 5000 à notre disposition par jour. D'où vient cette eau? Là, la surprise est encore assez grande. Une partie de cette eau vient de nos pays voisins, et notamment d'Espagne. Mais une grande partie de cette eau vient aussi d'autres pays et de pays beaucoup plus lointains, du Brésil, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, de Chine, d'Inde, parce que nos importations de produits alimentaires sont surtout du soja, du coton, qui constituent la plus grande partie de notre consommation en eau virtuelle importée. Globalement, en France, la consommation totale d'eau de tous les Français par an est de 2 Nils. Et sur ces 2 Nils, près de la moitié est en fait consacrée à des produits alimentaires, à des produits animaux, pardon. Toute cette eau, si l'on la représente au niveau mondial, eh bien elle représente elle aussi une quantité d'eau énorme, toute cette eau transportée entre pays. En fait, on a fait des estimations, on s'est rendu compte qu'elle représentait 30 Nils, soit à peu près 1/5 de toute la quantité d'eau nécessaire à produire notre alimentation. Nous sommes donc actuellement tous interconnectés par un gigantesque réseau d'irrigation qui interconnecte les différents pays à travers l'eau virtuelle qui est échangée. Ces échanges énormes et le fait que beaucoup de cette eau vient de pays où il y a déjà des pénuries doivent nous questionner. Est-ce que ça va être durable? Est-ce que nous faisons bien d'avoir une grande partie de notre eau dépendante de l'agriculture d'autres pays? Une question évidemment très importante dans l'avenir, sachant qu'il reste encore 2 milliards d'habitants à accueillir sur notre planète. Et puis cette eau,
Et ces échanges ont des conséquences géopolitiques très importantes. Parce que pour beaucoup de pays, notamment les pays arides, eh bien, il faut importer de la nourriture parce qu'il n'y a simplement pas assez d'eau pour la produire dans le pays lui-même. C'est le cas en particulier de tous les pays de la rive sud méditerranéenne. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, tous importent aujourd'hui déjà plus de 50% de leurs céréales. Et lorsqu'on regarde les évolutions, on s'aperçoit que ces importations augmentent continuellement. Et il n'est pas difficile de prévoir qu'avec la croissance démographique auquel ils font face actuellement, eh bien, ils vont continuer à importer de plus en plus d'eau. Mais ce qui est, encore une fois, très surprenant, c'est que tous les échanges ne se font pas dans le sens auquel on s'attend. Par exemple, en Chine, justement, eh bien, c'est le nord de la Chine qui est plus aride, qui nourrit le sud de la Chine qui est plus humide, qui est très étrange. En fait, c'est pratiquement un fleuve d'eau virtuelle égal à l'ensemble des ressources du fleuve Jaune qui est actuellement transféré vers le sud de la Chine et vers les villes. Ce résultat surprenant, en fait, s'explique par le fait que dans le sud de la Chine, les exploitations sont très petites et n'ont pas pu augmenter leur production, n'ont pas pu augmenter leur productivité. Et donc c'est le nord, plus aride, qui a réussi à le faire, mais bien sûr au prix de l'assèchement du fleuve Jaune, assèchement dont on peut se demander s'il ne va pas continuer, voire même s'amplifier dans les années à venir. Nous voyons donc qu'aujourd'hui, contre toute attente, nous sommes tous dépendants, interdépendants de la situation mondiale de l'eau. Quand j'ai commencé à travailler dans le monde de l'eau, on avait coutume de dire que l'eau était une ressource locale et que donc l'eau devait être gérée localement. Aujourd'hui, on se rend compte que cette vision des choses est totalement dépassée. Mais l'interdépendance pour l'eau a également des conséquences pratiques pour nous tous. Car si nous sommes interdépendants, nous sommes aussi des acteurs de la crise mondiale de l'eau et nous sommes partie prenante dans un grand nombre des pénuries qu'on observe. Et donc, nous pouvons agir, et nous pouvons principalement agir en modifiant notre comportement alimentaire, nos habitudes alimentaires. La première chose, là aussi très surprenante, qu'on a découverte il y a moins de 10 ans, c'est qu'un tiers de la nourriture produite aujourd'hui est gaspillée. Un tiers de la nourriture produite, ça représente plus de 50 000 qui chaque année s'évaporent, sont perdus. Bien sûr, il ne tient qu'à nous d'essayer de réduire ces pertes et ces gaspillages. Cela permettrait sans doute d'améliorer la situation de l'eau dans d'autres pays et également de fournir des solutions pour tous les gens qui souffrent aujourd'hui de malnutrition. Mais nous pouvons aussi aller plus loin. Nous pouvons également modifier notre consommation de viande. Il ne s'agit pas forcément de devenir végétarien, mais aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, les pays dits développés, la plus grande partie de l'eau, en fait, et de notre nourriture qui sert à alimenter les animaux est de manière totalement industrielle. Nous pourrions totalement essayer de manger de la viande produite dans de bonnes conditions, par exemple des animaux nourris à l'herbe, et également réduire de moitié les quantités de viande que nous mangeons, car l'OMS nous recommande justement de réduire et de diminuer par 2 notre consommation de viande.
Je crois que si nous faisions cela, nous y gagnerions en santé et la planète aussi. Je vous remercie.